Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. À quelques mois des JO de Paris 2024, le vice-président Temoko Melette Kone échange avec le champion olympique de taekwondo Cissé Cheikh Salah. L'athlète ivoirien lui a présenté aujourd'hui même les derniers titres qu'il a glanés récemment, entre autres ses médailles d'or obtenues à Bakou, en Azerbaïdjan et en France. Le Père Noël visite plus de 3000 enfants au palais présidentiel au Plateau. À quelques jours de la fête, la première dame Dominique Ouattara donne du sourire au tout petit. La Fondation Children of Africa a offert de nombreux cadeaux aux enfants. Le dossier politique de ce 20h évoque le sujet de la migration. Que sont devenus ces Ivoiriens qui ont tenté l'aventure de l'immigration? Quelle vie après le retour au Bécaye? Qu'en est-il de l'insertion socio-professionnelle de ces ex-candidats à l'immigration? Réponse dans ce journal. En Guinée, le gouvernement de transition décrète 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier survenu au port de Conakry. 18 personnes ont péri dans l'explosion du principal dépôt de carburant il y a quelques jours. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes à moins d'un an des JO de Paris 2024 et le champion olympique de taekwondo Cissé Cheikh Salah se prépare pour ces Jeux. Il a été reçu aujourd'hui même par le vice-président Temoko Melette Kone. La fierté ivoirienne lui a présenté les derniers titres glanés récemment, entre autres ses médailles d'or obtenues à Bakou en Azerbaïdjan et en France. Mama Traoré. En juin dernier, le taekwondoïste ivoirien Cheikh Salah Cissé remportait le titre de champion du monde des plus de 87 kilos à Bakou, en Azerbaïdjan. Niveau de performance maintenu, le 3 décembre dernier, il finit médaillé d'or du Grand Prix final à Manchester en Angleterre. Par la même occasion, il est distingué meilleur athlète masculin 2023 du taekwondo. De retour au pays, le champion présente ses derniers trophées au vice-président de la République. Pour moi, c'était super important de rentrer au pays et de vraiment venir présenter ce trophée-là à mon pays, la jeunesse et aux Ivoiriens. Mes félicitations à l'endroit du président de la République et de la première dame Dominique Ouattara qui ont vraiment accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. À noter que Cissé Cheikh Salah est désormais membre élu de la commission des athlètes du Comité international olympique, commission qui siégera en marge des Jeux olympiques de Paris en 2024. C'est la Noël avant l'heure pour le bonheur des tout-petits. Le Père Noël a visité aujourd'hui plus de 3000 enfants au palais présidentiel au Plateau. À quelques jours donc de la fête, la première dame Dominique Ouattara sacrifie à la tradition en donnant du sourire aux tout-petits. Et comme vous le voyez sur ces images, la Fondation Children of Africa qu'elle préside a offert de nombreux cadeaux aux enfants. Et la Côte d'Ivoire est à l'honneur au Sénégal. Le pays est l'invité d'honneur à la 31e édition de la Foire internationale de Dakar. En marge de l'événement, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra a été reçu par le Premier ministre sénégalais. L'État de Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de dynamiser davantage ses exportations à destination des marchés sénégalais, sous-régional et continental. Dangui revient de Dakar. En marge de la 31e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK au Sénégal, où la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur, le ministre du Commerce ivoirien a été reçu en audience par le Premier ministre sénégalais. J'étais venu donc déjà transmettre à Monsieur le Premier ministre, Amadou Ba, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Sénégal, les salutations fraternelles de son frère, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, pour le choix que la République du Sénégal a bien voulu porter sur la Côte d'Ivoire pour être le pays invité d'honneur à la Foire internationale de Dakar. Et également, c'était l'occasion pour moi, en fait, avec mon homologue du Sénégal, le ministre Abdoul Karim Fofana,
de lui rendre compte en fait des activités que nous avons eues à Dakar depuis notre arrivée et le remercier pour toutes les facilitations et les commodités qui ont été mises à la disposition de la délégation ivoirienne. Business Forum Sénégal-Côte d'Ivoire, journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire et un gala en l'honneur des investisseurs ivoiriens au Sénégal ont été entre autres les grandes articulations des activités de la mission officielle ivoirienne à cette 31e édition placée sous le thème FIDAC, un outil d'intégration. Voilà, le travail bien fait paye toujours. Ils font preuve d'exemplarité et d'abnégation au travail. Et comme on le dit, le travail bien fait finit toujours par être récompensé. 39 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été décorés dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. Les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont également reçu leur distinction. Rallye demandé pour le reportage. C'est le couronnement de plusieurs années de dur labeur. 39 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité voient leurs efforts récompensés par la République de Côte d'Ivoire. Ils sont élevés au rang d'officiers et de chevaliers dans l'ordre national et celui du mérite ivoirien. Une distinction dans l'ordre national, ça représente beaucoup pour moi. C'est un long chemin que j'ai parcouru pour être là aujourd'hui. J'ai fait partie de la première promotion des femmes policiers de Côte d'Ivoire, la promotion 87-89. Aux côtés de ces 39 personnalités, les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence 2023 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Parmi eux, le maire de Diégonefla, Bagrogoli, récipiendaire du 3e prix d'excellence du meilleur élu local. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, meilleur élu local, porte la voix des différents lauréats. Je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour cette preuve de bienveillance aussi inattendue que réconfortante à notre égard. Mes collègues co-récipiendaires et moi-même percevons d'ores et déjà ces distinctions comme une invitation à maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est bien ce que demande le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux récipiendaires. Il appelle les autres agents à leur emboîter le pas dans cette culture de l'excellence. Le fait de célébrer des lauréats doit permettre aux autres de se remettre en question. C'est pourquoi il me semble important d'inviter chacun à produire le meilleur de lui-même et dire qu'à son tour, il pourrait être un lauréat. Mais cela demande un investissement, un engagement, une loyauté et une abnégation au travail. Plus qu'une vingtaine de jours pour l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre Bagondo Diomandé exhorte l'ensemble des forces de l'ordre à s'impliquer davantage dans la sécurisation des biens et des personnes afin que la compétition se déroule en toute quiétude, tout en précisant que l'image de marque de la Côte d'Ivoire en dépend fortement. Le mérite a été aussi reconnu. 50 professionnels des médias ont été récompensés. C'est une initiative du ministère de la Communication, nous rapportent Serge Pakomdidi et Jean Magagui. 50 professionnels de médias distingués dans l'ordre du mérite de la communication. L'édition 2023 consacre 6 commandeurs, 18 officiers et 26 chevaliers, tous retenus pour leur sens du devoir. En nous honorant, vous faites de nous des maillons essentiels dans la transmission des bonnes pratiques des différents métiers que nous exerçons dans le riche écosystème de la communication. Plusieurs générations réunies autour de l'autorité de tutelle, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, est heureuse d'être célébrée. Cette distinction vient une fois de plus nous démontrer combien de fois il est important d'être professionnel, de rester sérieux dans tout ce qu'on fait. Quand la passion et le travail acharné se rencontrent, cela débouche sur des distinctions, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Au moment où je reçois cette distinction, je pense particulièrement à la RTI. C'est grâce à la RTI qu'on a connu Evelyne Deba. La première fois qu'on a vu ce nom-là, ou qu'on a entendu ce nom dans un reportage ou qu'on l'a vu écrit, c'était sur la RTI. Aujourd'hui, donc, on reçoit donc une décoration en tant que commandeur. Je la prends pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de mon équipe. Notre valeur est reconnue aujourd'hui
par notre ministère de tutelle. C'est avec un grand plaisir que nous recevons ce prix. Je suis extrêmement honoré par cette remarquable distinction qui me véhicule des valeurs remarquables, le respect de la vie, le professionnalisme. Une nuit de reconnaissance et du mérite, mais aussi un événement pour consacrer l'action solidaire. Depuis 2021, les journalistes seniors bénéficient d'une rente viagère à travers un fonds d'aide créé par le ministre Amadou Coulibaly. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au gouvernement. Le fonds de solidarité que vous avez mis en place est une grande première. C'est une initiative innovante qui constitue une réelle bouffée d'oxygène pour l'ensemble des bénéficiaires que nous sommes. Cette célébration de l'excellence dans le secteur de la communication revêt un double caractère, la mise en avant du mérite et la promotion de la solidarité agissante, selon le ministre de tutelle. La présente cérémonie, comme toutes les éditions précédentes, s'inscrit dans le cadre, je l'ai dit, de la reconnaissance de l'État à l'endroit des personnalités qui, par la qualité de leur travail, représentent des modèles pour les nouvelles générations. N'est-ce pas qu'elle symbolise encore et toujours la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de placer l'homme au cœur de l'action de son gouvernement pour le rayonnement de notre pays. L'ordre du mérite de la communication vise à récompenser les acteurs influents de l'écosystème médiatique ayant contribué au développement et à la promotion du secteur. Rappelons que l'ordre du mérite de la communication fut institué par décret le 3 mai 2015. Félicitations à tous les récipiendaires, notamment Michel Dicé de la rédaction et de RTI 1. À quelques semaines de l'ouverture de la Cannes 2023, baptisée Cannes de l'hospitalité, les villes hôtes de cet événement mettent les bouchées doubles pour recevoir leurs visiteurs dans de très bonnes conditions. À San Pedro, deuxième pôle économique de notre pays, tous les acteurs, notamment le conseil régional et les opérateurs touristiques, se préparent activement, nous rapporte Vitorino Yaoyobo sur place. San Pedro, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, le premier port exportateur de cacao au monde, sera une fois de plus au centre des attentions en début d'année prochaine. Ce sera l'occasion de la grand-messe du football, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Reconnue comme une destination touristique de premier choix, la cité balnéaire du Bassa-Sandra s'apprête à réserver un accueil des plus chaleureux à ceux qui prendront d'assaut le stade Laurent Pokou de San Pedro tout neuf pour vivre en direct cet événement footballistique. Nous voulons inviter tout le peuple ivoirien et toute l'Afrique à se diriger vers San Pedro pour voir les matchs de la CAN à San Pedro. Parce que la meilleure destination pour cette CAN, en tout cas, c'est la destination San Pedro. Notre slogan ici, c'est San Pedro, c'est sans pareil. Si vous voulez connaître le cacao ivoirien, c'est dans le district autonome du Bassa-Sandra que c'est produit. En plus de cela, les langoustes, les poissons vous attendent, en tout cas pour vous alimenter. Avec la côtière rutilante et l'aéroport fonctionnel, les visiteurs n'ont plus aucun mal à rallier la région de San Pedro. Les professionnels du tourisme promettent de mettre en branle tous les secteurs de l'industrie touristique en vue de rendre le séjour pétrusien inoubliable. La région de San Pedro a patienté. On a vu déjà la côtière qui est rentrée. On a vu déjà des infrastructures déjà de la ville, une grande partie qui est faite. Quand on a vu tout ça, on a dit oui, l'État est en train de mettre les affaires en route. Au jour d'aujourd'hui, vu l'événement que nous attendons, la CAN, il y a eu un test de Lesotho. Ça nous a permis de voir certains défauts dans la région, notamment pour les opérateurs et notamment pour les autorités. Avoir le poids de tourisme en Côte d'Ivoire de manière naturelle, avoir le poids de tourisme en Côte d'Ivoire sur les installations touristiques, notamment les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les guides touristiques, les loueurs de véhicules, les artisans d'art, pour que le tourisme de Côte d'Ivoire, notamment San Pedro, Bassa-Sandra, soit bien présenté. Les réceptifs hôteliers s'activent à offrir des services aux normes internationales. Pour faire tendance, certains restaurants s'invitent dans la vente d'objets de mode qui subliment les matériaux locaux. Les artisans de San Pedro n'ont pas l'intention
de passer à côté d'une si belle opportunité d'affaires. Ils sont en pleine préparation. Ils sont en train de confectionner ces gens de trucs à beaucoup. Pour que ceux qui vont venir à San Pedro, ils vont se retourner avec quelque chose de souvenir qui vient de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional de San Pedro se réjouit de l'implication de tous les acteurs avec un point d'honneur aux investissements consentis par le gouvernement pour faire de cette région une destination sûre. Toutefois, il reste des efforts à fournir, notamment en matière d'électricité et d'eau potable. La population de San Pedro a connu une croissance rapide dès cet instant. Il y a des infrastructures qui sont devenues donc presque caduques. Quand vous prenez la qualité de l'électricité, il y a la baisse de tension qui est presque permanente. La fourniture de l'eau potable, les coupures d'eau sont récurrentes à San Pedro. Mais si nous voulons être à la hauteur dans les meilleurs délais, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, qui a déjà fait suffisamment en quelques années, nous appuie en construisant un nouveau château pour que l'eau potable soit permanente. De nouveaux transformateurs pour accroître la qualité de l'électricité afin d'être à la hauteur de l'accueil de tous ces touristes qui vont déferler. La région de San Pedro, c'est 11 sous-préfectures, s'étendant sur plus de 300 km sur la côte atlantique, qui ouvre le bras au monde pour faire de la 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire une belle fête. Un festival est prévu à cet effet depuis février 2024 à Grand Bérébi. L'objectif de la Direction générale du tourisme, à travers le Tawai Festival, mettre en lumière les plus beaux sites naturels touristiques qui ont permis l'admission de San Pedro sur la liste des plus belles baies du monde. Et la fête s'annonce très belle. Justement, avant la Cannes, il y a les fêtes de fin d'année et le gouvernement veut s'assurer que le marché est bien approvisionné en vivres, mais des vivres de qualité. Quel est justement le contenu de nos assiettes? La viande que nous consommons, par exemple, est-elle de qualité? Eh bien, pour se faire une nette idée, le ministère des Ressources animales et halieutiques écume les étals des vendeurs, renforce les contrôles sur les marchés afin d'offrir des denrées animales saines aux consommateurs que nous sommes. Lansene Bakayoko. La consommation accrue de produits animaux et la forte affluence durant les fêtes de fin d'année augmente immanquablement les risques de toxi-infection alimentaire collective. Dans le tumulte de ces fêtes, les pratiques standards de conservation et de préparation des aliments peuvent être négligées, augmentant davantage le risque de contamination. C'est dans cette optique que des opérations de contrôle renforcées de la chaîne alimentaire sur l'ensemble du circuit d'approvisionnement pour garantir la santé des populations ivoiriennes a été initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. La situation est d'autant plus urgente que la maîtrise des risques sanitaires liés à la consommation de ces denrées alimentaires est un défi à surmonter pour préserver la santé des populations. En 2022, 146 personnes, en majorité des jeunes, ont été hospitalisées dans les hôpitaux du département de Bondoukou après avoir consommé de la crème glacée, tandis que 20 personnes ont été intoxiquées après l'injection de gâteaux à la crème dans le département de Ferkissé-Dougou. En 2023, les services vétérinaires ont enregistré 3 alertes de toxi-infection alimentaire collective dans 3 localités de notre pays, notamment à Krogo, à Abidjan et Biankouma. Un accent particulier sera mis sur les bonnes pratiques d'hygiène et le renforcement des capacités des professionnels du secteur des ressources animales et halieutiques à travers la remise des matériels de protection, de nettoyage et de désinfection. Des équipes mobiles seront déployées et un numéro vert sera mis à la disposition du public pour informer, recueillir les préoccupations et prêter assistance aux personnes dans le besoin. On en arrive à notre dossier politique de ce 20h relatif à la migration. Que sont devenus ces Ivoiriens qui ont tenté l'aventure de l'immigration? Quelle vie après le retour au bercail? Qu'en est-il de l'insertion socio-professionnelle de ces candidats à l'immigration, ces ex-candidats à l'immigration? Quelle est la politique mise en place par l'État de Côte d'Ivoire pour dissuader la jeunesse de tenter l'aventure de la Méditerranée? Les actions portent-elles leurs fruits? Migration, la vie des Ivoiriens après le retour, c'est le sujet du dossier politique de ce 20h, signé Carmel Dia.
Il est 8 heures. Dame Kakou reçoit sa première cliente dans son salon de coiffure à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Elle est bénéficiaire d'un financement de l'agence emploi jeune. J'ai pris l'argent, c'est pour investir dans la coiffure, vendre des mèches. Avec un peu que j'ai reçu, j'arrive à m'occuper de mes enfants. Dame Kakou se souvient encore de ses moments de souffrance en voulant tenter l'aventure hors du pays. J'ai une camarade en Tunisie. Un soir, je l'appelle en causant. Puis je lui ai dit, ah vraiment, ça ne va pas ici, ça ne va pas chez moi parce que j'ai besoin d'argent pour travailler. Elle a dit, mais si tu peux venir en Tunisie, ici tu peux travailler, t'en sortir pour avoir ton argent pour aller faire ce que tu as fait. Il y a eu 400 000, j'ai fait les courses et puis je suis partie. Là-bas, en tout cas, c'est la souffrance totale. Quitter le pays à la recherche d'un mieux-être, une ambition vécue parfois avec des difficultés. Ils doivent rester ici pour étudier, il y a tout ici. Je pense que c'est un phénomène qui tue la jeunesse. La situation de vie pénible dans le pays d'accueil, à Bénin-Koumo-Kwame, en est une victime. Quand j'étais partie, c'était pour ouvrir mon salon là-bas. Je me suis dit que c'est facile comme ici. Arriver là-bas, ce n'est pas le cas. Donc je dis, je préfère venir dans le pays. Puisque je suis là-bas, je ne peux rien faire. Dans le village d'Anna, commune de Bingerville, nous retrouvons Jean-Paul Niapo, rentré en 2017 après avoir fait la Tunisie et la Libye. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Association pour la réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire, RMC. Je suis parti de manière régulière et je me suis retrouvé dans une situation d'irrégularité. Aujourd'hui, nous avons eu des projets avec l'OIM, des projets qui ont été financés par la France et nous sommes les partenaires d'exécution. Nous gérons le volet supervision et le recrutement des différents migrants qui ont souhaité participer à ce projet. À ce jour, plus de 300 personnes ont bénéficié de formations en entrepreneuriat, en agriculture, avec l'aide de son association. La question de l'insertion des migrants revenus au pays demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires privilégiés dans l'OIM. On a procédé à l'assistance de un peu plus de 13 000 migrants au retour et à la réintégration, donc avec des profils très différents, hommes, femmes, des situations familiales différentes, des besoins, des vulnérabilités et des opportunités aussi pour eux à l'arrivée différentes. L'enjeu, c'est la durabilité. Il faut être à côté de ces personnes-là pendant un certain temps pour s'assurer que leur réintégration est effective. Selon le directeur général de la diaspora, après les récentes crises en Tunisie ou encore au Soudan, un comité interministériel a été mis en place. Pour réussir une intégration durable, le tout n'est pas de l'accueillir. Le tout est de construire une réappropriation d'un projet social et économique aussi. Et pour ça, on a mis en place un dispositif justement qui permet de travailler à une réappropriation de projets. Et quand on est convaincu que ça marche, il faut passer à une seconde phase, qui est la phase de pratique réelle. Sur la situation des 7000 migrants arrivés à Lampedusa en Italie il y a quelques mois, dont 2000 indiquaient être à l'origine des Ivoiriens, Gaoussou Karamoko se prononce. Un migrant qui partirait d'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment francophone, s'est dit que j'ai deux possibilités. Soit tu atteins ma cible première, donc l'Europe, la France, soit au pire des cas, j'atterris en Côte d'Ivoire. Où je peux encore me réorganiser pour repartir si je veux, mais où je peux aussi rester, trouver une place d'insertion. L'autre facteur qui est triste, mais qui est une réalité, c'est la question de la fraude documentaire. Nos documents ne peuvent pas se trouver dans des mains autres sans qu'il y ait des complicités internes. Et je pense que le ministère de l'Intérieur est en train de travailler fortement sur la question pour davantage sécuriser nos documents. Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse est l'organisme chargé de la formation et du financement de projets de ses ressortissants ivoiriens. Selon Mamadou Touré, la prévention est de mise au niveau des jeunes. L'idée, c'est de donner des formations de qualité à nos jeunes, avoir des programmes efficaces en vue donc de leur insertion durable donc dans le tissu économique, pour que ces jeunes, à partir de revenus décents, puissent donc s'établir durablement dans leur pays. Après, vous avez aussi toutes les campagnes de sensibilisation à l'endroit donc de ceux qui rêvent de partir, qui ont l'illusion donc d'avoir une vie meilleure donc à l'étranger. Sur la politique de réintégration, le ministre apporte des explications. Nous avons un dispositif aujourd'hui avec des programmes très précis en termes d'amélioration de l'employabilité à travers donc, des stages de qualification donc, en entreprise, stages d'évaluation des diplômes, des activités génératives de revenus dans le cadre donc, de projets d'entrepreneuriat qui sont financés, les formations en apprentissage pour apprendre des métiers donc, à des jeunes
ou l'emploi direct à travers la collecte donc, des besoins des entreprises et la mise en relation avec des jeunes qui sont porteurs de diplôme. Le budget total mobilisé est de 2 milliards de francs CFA. Mais pour la phase, parce que sur les 1151 profilés, il y a à peu près 500 donc, qui présentaient un dossier complet. Et sur les 500 et quelques, vous avez à peu près 530 dont les plans d'affaires ont été déposés auprès de notre partenaire financier. Ceux-là sont concernés par un budget d'à peu près 800 millions de francs CFA. 150 ont été déjà financés et 435 seront financés donc, dans les prochains jours. Après le déblocage des ressources, nous avons un suivi post-financement pour nous assurer que les ressources débloquées sont utilisées pour ce pourquoi ces jeunes ont été financés et que ces activités marchent. Selon les dernières estimations de la division de la population du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies en 2020, le nombre de migrants internationaux s'élève à plus de 281 millions. Voilà, c'était le dossier politique sur l'immigration, la vie des Ivoiriens après le retour. Un dossier politique réalisé pour vous par Carmel Dia. Nous partons maintenant pour Lomé au Togo. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu sa 21e réunion ordinaire. Au cœur des échanges, l'examen et l'adoption du plan stratégique de l'institution et sur la période 2024-2028. Ce plan stratégique de plus de 43 milliards de francs CFA a été adopté, nous rapporte Khalil Diomandi. Plusieurs dossiers passés à la loupe lors de cette 21e réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente à Lomé, la capitale togolaise. Au nombre de ceux-ci, le plan stratégique 2024-2028 de l'institution et le projet de programmation des dépenses et de performance soumis par le comité des experts pour examen et adoption. Le président du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente se montre optimiste quant à l'impact de ce plan stratégique 2024-2028. Nous sommes convaincus que le nouveau plan stratégique de développement 2024-2028, sur lequel nous nous sommes accordés, nous permettra de faire du Conseil de l'Entente une organisation efficace, résiliente, au service des populations de notre Conseil. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a également formulé des recommandations en vue de la bonne marche du secrétariat exécutif et du repositionnement de l'institution. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Wotabuna Ouattara, affiche sa satisfaction. Je suis très satisfait au sortir de cette réunion. Et les ministres nous ont fait un certain nombre de recommandations, de nous orienter vers les populations vivant dans les zones transfrontalières afin de pouvoir leur apporter ce que nous appelons le développement intégré à travers un certain nombre de programmes. Les ministres ont également souhaité que nous puissions améliorer la gestion économique et la gestion financière de l'institution. Le plan stratégique 2024-2028 du Conseil de l'Entente est évalué à 43 800 millions de francs CFA. Quant à la programmation des dépenses sur la période 2024-2026, elle se chiffre à 18 389 millions de francs CFA. Pas de congé anticipé, plus qu'un slogan, et ce message de sensibilisation relayé auprès des élèves trouve un écho favorable. C'est la calmie, on l'a observé tous à la veille des fêtes de fin d'année dans les différents établissements scolaires. Et les ministères en charge de la promotion de la jeunesse ainsi que de l'éducation nationale saluent l'action des élèves, notamment à Diokoué, dans la région du Guémon. Walter Amadou Ouattara pour le reportage. Lycée moderne de Diokoué. Il est presque 12 heures ce mercredi 20 décembre 2023. Visiblement, règne une atmosphère habituelle au sein de l'établissement. Le proviseur est à son poste. Il rassure que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de troubles relatifs au départ anticipé. Nous sommes passés dans les classes pour leur demander de prendre conscience de la réussite scolaire. Et avec les profs, nous avons demandé à chacun de travailler de façon professionnelle. Le premier trimestre s'arrête le 1er décembre. Du 15 au 20, on allait distribuer les bulletins. Les bulletins sont en train d'être distribués aujourd'hui. Le calendrier a été respecté. En plus du salut aux couleurs, nous avons primé les 5 meilleurs de chaque niveau. Pendant son intervention à notre micro,
Une délégation d'élèves volontaires engagés dans la lutte contre les congés anticipés arrive pour faire le point de leur campagne de sensibilisation. En tant que le secrétaire, j'ai promis au lycée moderne de Djokwe, nous allons rester et nous avons tenu nos promesses. Nous sommes conscients que c'est en restant à l'école, suivre correctement les cours, que nous allons réussir à nos différents examens. Nous nous rendons dans des salles de classe pour vérifier les propos entendus plus haut. Les apprenants lèvent un coin de voile sur leurs ambitions. J'aimerais être chirurgienne. Dans le gouvernement, j'aimerais ressembler à Mme Mariétou Koné. C'est un modèle pour les femmes. Moi, je veux devenir pharmacien. Dans le gouvernement ivoirien, je veux ressembler au ministre Mamadou Touré. Un peu plus loin, dans cet établissement privé, c'est le même constat. L'heure d'arrêt des cours de ce jour est respectée. Comme vous allez en congé, ce sera l'occasion pour vous de réviser. À Djokwe, le comportement responsable des élèves qui ne sont pas allés cette année scolaire en congé de Noël par anticipation est salué. Les enfants ont respecté parce que le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale d'alphabétisation nous demande d'aller en congé le 20. Les conseils que nous leur avons prodigués pendant les saluts aux couleurs à l'école chaque semaine, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à ce qu'ils appellent Kadhafi. Et surtout qu'ils restent en contact avec les études, avec leurs cahiers, parce que l'année scolaire de cette année est exceptionnelle au regard de la CAN. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour exhorter au maintien du comportement exemplaire, à la non-consommation de la drogue et de l'alcool. Avec la sensibilisation que nous avons pu faire dans les établissements, il n'y a pas eu de phénomène de congé anticipé dans toute la région du Guémont et particulièrement dans le département de Djokwe. Donc je voudrais saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. Les congés, ce n'est pas pour qu'ils aillent se détruire. Ils doivent profiter des congés sainement, puisque je n'ai même dit pas d'alcool. S'ils vont à une fête, qu'ils se contentent de boire de l'eau et puis la sucrerie. Pour rappel, en décembre 2021, plus de 60 élèves, auteurs d'actes liés au congé anticipé, avaient bénéficié d'un séjour de redressement disciplinaire au centre de service civique de Bembresso. Reportage réalisé pour vous par Walter Amadou Ouattara. Comme on le voit, non au congé anticipé, la sensibilisation porte ses fruits. On passe maintenant au sénatorial partiel 2023 dans le Guémont. La campagne prend fin aujourd'hui à minuit et le scrutin aura lieu le samedi prochain, 23 décembre. Voilà pour ce sénatorial partiel 2023 dans le Guémont. 4 listes mènent campagne activement sur le terrain. Il s'agit de 3 indépendants et une liste PPACI. Walter Amadou Ouattara pour le reportage. Le PPACI répond présent au sénatorial partiel 2023. Le directeur de campagne de ce parti dans le Guémont fait la promotion des atouts des candidats de la liste La Renaissance, conduite par Bernard Diézion et Henri Yonan. On demande à tous les conseillers municipaux et tous les conseillers régionaux de voter nos 2 candidats. Honorable Diézion Dibé Bernard, il a fait la législature de 2000 à 2010. Et le DAF Yonan, c'est un cadre international. À nos grands électeurs de penser à ces 2 candidats-là. En les votant, c'est comme si on vote le président Laurent Gbagbo. Participer au changement du statut des élus locaux, défendre les intérêts des Ivoiriens résidant hors de la Côte d'Ivoire, ce sont les motivations du candidat indépendant Sylvain Théé. Avec Adrien Bié, la liste GGA veut gérer le Guémont autrement. Quand je te rends dans le Guémont, tu ne sais même pas qu'il y a le Sénat qui existe. Je suis candidat d'abord pour participer au changement des statuts des élus locaux. Défendre aussi les intérêts du Guémont. Nous allons construire et établir des secrétariats permanents du Guémont proche de la population pour faire le travail. Il faut les faire assurer aussi une assurance maladie. Voilà, parce que les conseillers ne sont pas payés, ils sont payés par PDM. Je rassure mon équipe que je mettais ma candidature, que le meilleur gagne à partir de 23. Candidat indépendant au poste de sénateur de la région du Guémont, Marcelin Habib Poa Djassi et Gilbert Trancier figurent sur la liste contrat d'intérêt régional. Gilbert Trancier prône l'union des cadres en faveur du bien-être des populations. Nous avons besoin d'être ensemble, de travailler ensemble. La paix et la cohésion, nous en avons vraiment besoin.
J'appelle tout le monde, la population, tous nos frères et sœurs, qu'on se mette ensemble et qu'on pense à l'intérêt de notre région. Je demande aussi à nos élus d'user d'un grand esprit d'ouverture, de sorte que toutes les couches soient concernées par le développement de notre région. Et je souhaite aussi que le meilleur gagne. La liste ENPF est l'an nouveau pour Fakobli avec Sylvain Guéhi, Yonao et Edmond Mahan place cette candidature indépendante sous l'égide de l'année de la jeunesse. Le directeur de campagne soutient que cette équipe présente le bon profil. Monsieur Yonao, c'est un jeune et c'est l'année de la jeunesse. Il est candidat pour faire la promotion de la jeunesse, pour vraiment voter les lois qui vont dans l'intérêt de la population. Les conseillers, que ce soit régionaux comme municipaux, sont en majorité jeunes et nous savons compter sur cette force-là pour nous élire au soir du 23 décembre 2023. On va terminer par la Guinée qui a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier survenu au port de Conakry le 18 décembre dernier. 18 personnes, je rappelle, avaient péri dans l'explosion du principal dépôt de carburant. Et en la mémoire de ces victimes, le chef de la transition, Mamadou Doumbouya, a décrété 3 jours de deuil national. Fin de ce 20h, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur ce même plateau, sur la même chaîne. Prenez soin de vous. À demain.